Alors aujourd'hui, Studio Lacan va s'intéresser aux nouveaux pères. Qui sont-ils? Que font-ils? Est-ce que ce ne serait pas un mythe? C'est Stéphane Jourdain, journaliste, qui est notre invité pour Un divan dans le monde et qui viendra nous parler de ses enquêtes qu'il a menées sur une révolution manquée. La première enquête porte sur le dernier des tabous, la contraception masculine, et la deuxième enquête sur les nouveaux pères. Où est l'arnaque? Où en est-on? Qu'est-ce qui a été raté? Pourquoi? C'est une enquête fouillée qui est plutôt divertissante sur son mode, mais tout à fait sérieuse, pertinente, et c'est aussi une enquête personnelle. Enfin, pour l'actualité de la psychanalyse, c'est Mathieu Siriot qui va s'interroger pour nous sur l'éducation positive. Et il nous fera entendre l'impasse qu'est l'approche positive quand elle renonce à tenir l'autre bout qui est qu'il y a aussi du négatif. Comme on dit qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, ou comme on dit qu'il n'y a pas de jour sans nuit. C'est parti. Stéphane Jourdain, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef numérique à France Inter. Vous tenez une chronique hebdomadaire qui s'appelle La Tech la Première. Vous avez aussi rédigé 2 essais, Génération Chirac, Génération Volée, et French Touch, une épopée électro. Alors, vous êtes co-auteur de 2 livres qu'a mentionné Catherine, avec Guillaume Dodin, 2 ouvrages qui sont sous forme de BD, Contracepté, qui est paru chez Stenkies, merci, en 2021, et L'arnaque des nouveaux pères, enquête sur une révolution manquée, paru en septembre 2024, tout récemment chez Glénat. Alors, nous allons tout particulièrement nous intéresser à cet ouvrage, dans un premier temps, qui nous a beaucoup intéressés, vraiment, car c'est un livre de son temps. Vous apportez des éléments très parlants sur les questions et les difficultés inhérentes au fait d'être un père aujourd'hui, qui sont des questions qui nous occupent tous quelque part, d'une certaine façon. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire un peu quelle a été votre démarche pour la réalisation de ce livre, comment ont émergé vos questions, et puis comment vous avez tenté d'y répondre? Alors, nous, en fait, avec Guillaume Dodin, donc on a commencé à travailler sur cette histoire de contraception masculine parce qu'on voulait répondre dans une perspective très journalistique à la question pourquoi ça fait des décennies qu'on nous parle d'une pilule pour hommes contraceptive et pourquoi on l'a toujours pas. Après avoir fait cette BD, on cherchait toujours dans le sillon de MeToo, dans tout ce que MeToo a provoqué comme changement, comme turbulence, etc. S'il y avait un champ qui avait été sous couvert, journalistiquement parlant, et donc il y en a un certain nombre qu'on a mis de côté, la drague après MeToo, le couple après MeToo, le sexe après MeToo, etc., parce qu'ils avaient déjà donné lieu à des livres intéressants, à des podcasts ou à des BD. Et on s'est dit que la question de la place du père, de la charge mentale après MeToo avait pas été tellement couverte. Et on est parti d'un espèce de ressenti qu'on avait qui était que les hommes, certains hommes en tout cas, les pères se racontaient un peu une histoire et qui se voyaient un peu plus beaux que ce qu'ils ne sont. Et un présupposé qui nous étonnait pas tellement parce qu'on sait que les hommes ont quand même cette tendance à se voir un peu plus beaux qu'ils ne sont. Et on a commencé à regarder les stats qui existent, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-unes, puis à recueillir des témoignages de femmes qui nous ont laissé penser que notre ressenti était valable et on s'est engagé dans cette enquête.
Alors peut-être vous pouvez donner quelques éléments que l'on trouve qui sont très intéressants dans la BD, et notamment votre recherche sur le congé parental, le congé paternel. Ouais. Voilà, peut-être vous pouvez nous dire, puisque vous faites un certain bilan, un constat plutôt décevant. Oui, alors le congé paternel, pour nous, c'est une des raisons du gros différentiel qu'il y a entre les pères et les mères dans la gestion et la prise en charge de la charge mentale liée à l'arrivée d'un enfant à la maison. Le congé paternel, il y a 20 ans, c'était 3 jours. Hein, donc il faut avoir ça en tête. Il y a 22 ans, c'était 3 jours, donc c'était à peu près autant qu'au Moyen-Âge, quoi, pour dire les choses vite. Aujourd'hui, c'est 26 ou 28 jours en France. C'était 11 jours il y a quelques années. Donc voilà, les choses évoluent lentement, mais on partait de très loin. Évidemment, quand vos congés est de 3 jours ou de 11 jours, vous partez du principe, quand à la maternité, on vous explique comment prendre soin d'un bébé, comment lui donner un bain, etc., que vous n'avez pas besoin d'écouter parce que c'est pas vous qui allez gérer ça très vite, quoi. Et d'ailleurs, très souvent, il arrive qu'à la maternité, l'aide-soignante ne parle qu'à la mère. C'est un réflexe assez logique. Et ils n'ont pas beaucoup de temps, et donc c'est logique d'être dans une recherche d'efficacité. Aujourd'hui, c'est 28 jours, c'est mieux, mais on est quand même très loin d'une égalité entre les deux. Et donc le risque, en fait, c'est que dès le départ, au tout début, l'arrivée d'un enfant, on part déjà du principe que le père est un assistant de la mère. C'est-à-dire que c'est d'abord la responsabilité, elle incombe d'abord à la mère de bien gérer le bébé, et que ensuite le père est là, éventuellement, si besoin il y a. Alors, il y a le congé donc paternel et le congé parental. Oui, alors vous faites une étude aussi là-dessus. Oui, le congé parental en France, c'est quelque chose qu'on connaît mal parce qu'il est très peu pris. Donc le congé parental, il permet de prendre plusieurs mois, qu'il faut se partager entre le père et la mère. C'est très mal rémunéré. Et donc, il y en a très peu qui le prennent. Alors, le gouvernement est en train d'essayer de le réformer pour que ça marche mieux. Mais c'est quelque chose qui marche très mal. On a été en Suède, où il fonctionne très bien. En Suède, tout le principe... c'est de vraiment faire en sorte que l'homme prenne plusieurs mois et qu'il prenne plusieurs mois en étant seul aux commandes une fois que la mère a repris le travail, qu'il se retrouve pendant 2, 3 ou 4 mois tout seul avec l'enfant. Et évidemment ça change tout parce que là-bas très régulièrement vous avez des pères qui prennent 3, 4 ou 5 mois de congé paternel avec plusieurs mois tout seul. Donc évidemment là dès le départ vous écoutez bien quand on vous explique comment on donne le bain à un bébé parce que vous savez que vous allez gérer ça tout seul très vite. Alors, justement, en Suède, ça ne marche pas non plus si bien que ça. Enfin, vous donnez des chiffres qui nous ont un peu étonnés. C'est pas si pris que ça. Alors, ça dépend si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, j'ai tendance à le regarder quand même à moitié plein, c'est-à-dire que en Suède, nous, on est arrivés, on a été dans un parc pour essayer de trouver des jeunes pères. Et le premier truc qui nous a choqué graphiquement parlant, si j'ose dire, c'est que dans les parcs, vous avez plein de jeunes pères avec des bébés ensemble qui discutent avec les enfants de quelques mois à 4 pattes autour. Et ça, c'est une image que vous voyez jamais dans un parc à Paris. Dans un parc à Paris, si vous y allez à 15h l'après-midi, vous aurez en général des nounous qui sont en général des personnes racisées, en général des femmes qui se mettent à plusieurs pour parler entre elles tout en gardant un œil sur les gamins. Là-bas, vous voyez des poignées de jeunes pères qui s'occupent d'enfants et on leur a parlé. Et là aussi, vous avez un discours qui est tellement différent avec une espèce de douceur sur l'intérêt de gérer cet enfant tout seul, d'être à la maison, d'être celui qui décide complètement tout au long de la journée du programme et de comment va se dérouler cette journée, que ça a été pour nous vraiment un choc. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'ils sont arrivés là-bas, que c'est un espèce d'idéal et que le patriarcat est complètement terminé, qu'ils ont trouvé la solution. En revanche, je pense qu'ils ont 20 ou 30 ans d'avance sur nous à cet égard. Encore une fois, il y a 22 ans, on avait 3 jours de congé paternel, donc on revient de loin. C'est intéressant aussi parce que dans votre enquête, cette recherche, quand vous êtes là-bas, vous faites part de cet effet de conviction que ça a eu sur vous, mais pas que, aussi quand même des choses qui font un petit peu doute de ce que vous recueillez là-bas, des gens qui se posent des questions quand même. Alors effectivement, le verre n'est pas totalement plein, il rencontre aussi des difficultés là-bas, et notamment pour les femmes dans le travail, et il y a notamment aussi cette enseignante
qui relèvent que actuellement une difficulté se pose pour eux, c'est qu'au fond les garçons et les filles maintenant veulent s'asseoir chacun de leur côté. C'est-à-dire, vous voyez, elle note ça, ce petit hiatus là. Ouais. Oui, il y a ce hiatus, effectivement. Enfin, il y a plusieurs limites. Ils ne sont pas arrivés à un monde d'égalité. Hein. Il y a encore des statistiques qui le montrent. Il y a cette crainte, mais est-ce que c'est pas très naturel? Est-ce que c'est pas très commun aussi que les filles se rassemblent entre elles et les garçons aussi? C'est peut-être inquiétant, mais peut-être moins inquiétant que d'autres injustices. Tout à fait. Et puis ensuite, il y a autre chose, c'est que comme nous l'a dit quelqu'un là-bas, moi, si je vois un père dans un bar à 18h ou à 19h, je pars du principe qu'il est maltraitant parce qu'il devrait être chez lui en train de s'occuper de son enfant. Oui, c'est devenu une norme. Voilà, c'est devenu une norme, avec toutes les limites d'une norme. Et voilà, il y a des gens qui peuvent penser aussi qu'on peut se réaliser en dehors de l'enfant et que l'enfant a besoin d'avoir des parents épanouis et qui soient un modèle pour leur avenir, et que cet épanouissement, il peut passer aussi en dehors de l'enfant, et que donc de recourir à une baby-sit un soir par semaine, je ne sais pas, et d'aller boire des bières avec des copains, c'est peut-être pas en soi quelque chose de négatif. On en parlera peut-être tout à l'heure avec la chronique sur l'éducation positive. Mais donc, effectivement, ça devient une norme, mais c'est tellement normal que ça devienne une norme parce qu'on part de si loin, qu'il faut bien des nouveaux modèles, des nouvelles références et peut-être une nouvelle norme pour lutter contre ces décennies, ces siècles de patriarcat qu'on a derrière nous. Voilà, alors il y a deux termes qui reviennent souvent et qui orientent votre enquête. C'est celui d'égalité, on y reviendra, et puis celui de charge mentale. Alors, grand succès depuis 2017 de ce concept sociologique charge mentale. Peut-être vous pouvez en dire un mot, puisque vous avez été à la rencontre. Voilà, je vous laisse nous expliquer un peu. La charge mentale qui existe depuis... le concept... 84. Oui, voilà, le concept existe depuis 30 ans, 40 ans, mais popularisé et vachement vulgarisé par la dessinatrice Emma depuis quelques années, au même moment exactement que le début de MeToo. Oui. Ce qui est très intéressant parce que les deux sont quand même... les deux concepts, les deux réalités vont évoluer conjointement. C'est l'idée que les femmes prennent beaucoup en charge tout ce qui n'est pas visible dans la charge d'un foyer, tout ce qui ne se voit pas. Donc on donne une stat par exemple, 82% des prises de rendez-vous chez le pédiatre, ce sont des femmes qui les prennent. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est un travail de l'ombre. Et ce travail de l'ombre, il est très féminin. Il y a d'autres stats qui préparent les vêtements d'un enfant quand l'enfant a 4-5 ans et qu'il va à l'école et qu'il n'est pas en âge de les préparer lui-même. Ce sont à 80% aussi les mères plutôt que les hommes. Donc sur certaines stats qui se voient, donner le biberon, changer une couche, etc., les hommes sont montés en puissance, si j'ose dire. Mais sur ce qui ne se voit pas, penser à l'inscription au cours de judo ou à l'école, etc., ça reste très très lié aux femmes, aux mères. Alors, à vous lire et en discutant, on a été quand même frappé au fond d'une référence implicite à une mère idéale, une mère parfaite, qui peut-être s'impose pour les hommes, pour les nouveaux pères, mais aussi pour les femmes. Elle existe, vous croyez, la mère parfaite qui pense à tout, qui fait tout, qui prend soin de ses enfants, qui s'occupe du foyer, Qu'est-ce que vous... Alors, pourquoi vous parlez de mère parfaite ? Parce que dans la façon que vous avez de vous interroger, de présenter la question, par exemple, de la charge mentale, d'une certaine façon, c'est un petit peu dévalorisé, comme si, plutôt que de dire, au fond, les femmes sont formidables, elles s'occupent de beaucoup de choses, du foyer, il y a une espèce d'idée qu'elles en feraient trop et plus, et donc que les maris et les pères n'en feraient pas assez. Alors là, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment, là on est dans le cœur du réacteur, du thème qu'on a essayé d'aborder dans notre livre. Nous, notre propos, c'est pas de dire qu'il faut faire 50-50. Bon. Effectivement, c'est très subtil votre... Oui, mais on est d'accord. Mais votre ouvrage est subtil. Il peut y avoir un malentendu. Nous, on n'est pas pour un monde où on fait 50-50, etc. Notre seul propos,
et c'est pour ça que j'ai commencé là-dessus, c'est de dire, il faut pas que les hommes se racontent une histoire et qu'ils se voient plus beaux qu'ils ne le sont. Et du coup, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit lésé dans le couple. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui en fasse plus alors qu'il n'avait pas prévu d'en faire plus. Or, tous les témoignages qu'on a, de femmes notamment, c'est que quand on commence à regarder vraiment le nombre de minutes qu'on passe au foyer, à gérer la lessive, à gérer toutes les tâches liées à l'arrivée d'un enfant, etc., on se rend compte à la fin que les femmes en font beaucoup plus non seulement que l'homme, mais comme beaucoup plus qu'elles ne le pensaient et que lui le pensait. Et donc c'est tout le propos du livre, c'est juste de dire aux mecs et aux pères, arrêtez de penser que vous êtes arrivé à un monde d'égalité à 50-50 parce que vous en êtes très loin. Et vous pouvez pas savoir le nombre d'entretiens qu'on a fait avec des hommes ou de podcasts qu'on a écoutés ou d'extraits de vidéos qu'on a vus, d'hommes qui disent au début, bon, moi, dans mon couple, je pense que je suis à 60-40, on va pas se mentir. Et à la fin de l'entretien, il vous dit, bon, je pense que je suis plutôt à 70-30 ou à 80-20. Et ce que nous disent les gens qui ont recours, parce que maintenant il y a des applis pour noter le temps qu'on fait, prendre une semaine, test, vous notez tout ce que vous faites. Et comme ça, au moins, à la fin, vous avez une bonne photographie. Oui, c'est en train de devenir très populaire. C'est qu'ils arrivent plutôt à des 80-20 ou des 85-15. Donc, tout notre propos, c'est de dire, voilà, si quelqu'un est lésé dans le couple, ça va pas le faire. Et si on se raconte une histoire et que cette histoire est fausse, nous, c'est un ouvrage de journaliste. Le but, c'est juste de dire, ah, attendez, là, il y a quelqu'un qui se raconte une histoire collectivement, mais cette histoire, elle n'est pas vraie. Ensuite, les gens font ce qu'ils veulent. Les couples, avoir un enfant, arriver à gérer un enfant, etc., c'est très compliqué. C'est un choc. C'est ça. Et donc, vous avez intérêt à vous spécialiser dans les tâches et pas à faire 50-50. C'est parfois plus simple d'avoir le père qui va le matin ou la mère et vice-versa le soir. Il y en a qui peuvent gérer beaucoup mieux la vaisselle et d'autres, ça les rend malades de gérer les fringues et tout. Mais le tout, c'est que personne ne lèse personne. C'est vraiment intéressant, je trouve, que vous en veniez sur ce point-là et notamment aussi que vous évoquiez ça. J'avais pas perçu ça tout de suite dans votre livre, mais que vous le disiez, je trouve vraiment ça résonne très bien, la dimension du chiffrage comme ça, et où ça va jusqu'à l'application qui chiffre exactement les choses et tout. Et ça résonne avec un point qu'on avait mis en discussion avec Catherine là-dessus aussi, qui est, si vous voulez, une pente qui pourrait être prise, que vous essayez d'éviter quand même, il me semble, dans le livre, mais on voulait vous questionner là-dessus, qui est celle d'une pente qui pourrait être vraiment une approche morale sur tout ça, par rapport à ce point, vous dites, qui n'est pas simple, l'arrivée d'un enfant n'est pas simple, et une approche morale qui pourrait, je sais pas, quand on va dans une librairie, on trouve quantité de livres qui disent comment être un très bon père, comment être une très bonne mère, etc. Et au fond, cette approche morale pourrait complètement effacer ce qui serait plutôt du côté d'une diversité et de, au fond, ce qu'on peut créer par rapport à ça, à l'enfant qui est arrivé. Oui, mais si vous voulez, si toutes les fondations de la société étaient saines et organiques, on pourrait dire qu'on va dresser des couronnes aux femmes qui passent plus de temps à gérer les gamins au foyer et juste applaudir sans le remettre en cause. Mais on sait que ces fondations sont pas saines et organiques. On sait qu'il y a des différences de salaire entre les hommes et les femmes. On sait que ces différences de salaire expliquent en partie pourquoi les femmes passent beaucoup plus en temps partiel que les hommes quand il y a l'arrivée d'un enfant. Il y a cette stat absolument incroyable qu'on met dans le livre, qu'on a vérifié 7 fois tellement elle nous paraissait étonnante. Le moment dans la vie d'un homme où il passe le plus de temps à gérer les tâches ménagères chez lui, c'est quand il est célibataire. Ensuite, quand il rentre en couple, il va passer moins de temps. Et ensuite, à l'arrivée de chaque enfant, il va passer encore moins de temps. Ça diminue. C'est quand même fou. Donc, vous voyez bien que il y a un problème organique dès le départ. Donc, comment on a parlé du congé paternel tout à l'heure, on pourrait parler aussi du monde de l'entreprise qui a très peu évolué, pendant que les hommes, eux, évoluaient quand même un peu et un peu plus vite. Donc, tant qu'il y a ces différences au début, et vous pouvez pas abattre d'un revers de la main tout ce que le patriarcat a semé et provoqué dans la société, vous pourrez pas penser que les femmes s'occupent plus des enfants parce qu'elles en ont envie. Oui. Bon, ben c'est une uniquement pour ça. C'est une précision précieuse qui est dans votre livre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pour l'égalité homme-femme, mais pour l'égalité des droits et des modes de vie. Quand c'est une grande question. Quand on dit égalité homme-femme, c'est qu'ils seraient pareils. Voilà. Égalité des droits. Oui, il n'est pas impossible qu'on soit pour l'égalité homme-femme. Moi, j'ai beaucoup, quand on me demande qu'est-ce qu'un bon père, je peux vous dire ce qu'est un bon père dans le contexte actuel du patriarcat et tout le travail qu'on a à faire
pour essayer de devenir un père, un chouette père. Mais par contre, la différence entre un bon père et une bonne mère, si on arrive dans un monde d'égalité, etc., j'aurais beaucoup de mal à vous le dire. Oui. Alors c'est ce que votre livre enquête aussi, voilà. Puisque vous vous demandez qu'est-ce qu'un père. Ouais. Donc ça fait partie du développement, c'est vraiment très, très intéressant. Et à quoi ça sert? Vous vous demandez ça, peut-être vous pourrez... On va commencer à répondre là-dessus. Comment vous avez procédé? Alors, on n'y réfléchit pas tellement de façon ontologique. Oui. On y réfléchit vraiment ancré dans l'époque et dans ce qu'est 2024. Et on estime que être un bon père ou un bon mâle, un bon homme, c'est d'abord d'essayer de se déconstruire et de se retirer de tout ce que la société patriarcale a voulu pour nous et dans lequel on a grandi. C'est-à-dire que très concrètement, moi j'ai toujours eu l'impression qu'à l'école, à la maison, etc., j'avais été élevé pour devenir un peu un parpaing insensible, qui n'a pas de failles, qui s'il a des failles n'en parle jamais, qui ne montre jamais sa sensibilité, ni ses fragilités, qui est celui qui sait, qui est celui qui est l'autorité à la maison, etc. Or, tout ça, pour moi, c'est 100% du bullshit, et je pense que c'est une erreur d'élever les garçons là-dedans, parce que je pense que c'est pas les rendre plus forts que de leur faire croire qu'ils vont être plus forts s'ils témoignent jamais de leur fragilité, etc. Donc voilà, je pense qu'un bon père aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va éviter de reproduire ce modèle vis-à-vis de ses enfants, qui va montrer à ses enfants qu'il a des fragilités, qui peut être sensible à certaines choses, que parfois il peut être chaoté par le cours de la vie, et qui va élever ses enfants pour faire en sorte qu'eux soient plus forts dans cette sensibilité et qu'ils arrivent à, tout en étant sensibles, à répondre aux défis de leur temps. C'est vraiment quelque chose, un des points qui rend votre livre très vivant, ça. Que vous partiez aussi de là, des failles, de vos questions, cette enquête comme ça qui part aussi de ces questions et qui vous a amené quelque part aussi chacun dans votre cheminement à aller rencontrer vos pères respectifs. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu de ça aussi, comment c'est venu et puis quel effet, parce que ce sont des moments assez forts aussi dans le livre, ça. C'est un moment qu'on a repoussé dans l'enquête. On s'est dit dès le début que si on faisait ce bouquin, il fallait qu'il y ait un moment où on voit nos pères pour en parler. Et en fait, on n'avait pas envie de vivre ce moment, pas tellement envie. Et on l'a repoussé jusqu'à la fin du livre, où on a bien dû y aller. Et pourquoi on n'en avait pas envie? Parce que nos deux pères, à Guillaume et à moi, qui sont très différents, qui viennent pas des mêmes milieux, qui n'ont pas eu le même type de boulot, tous les deux sont des hommes très discrets, qui veulent pas trop parler d'eux, qui n'aiment pas trop qu'on aborde l'intime. Et donc, il se trouve que les deux rentrent pas mal dans le modèle patriarcal de l'homme qui devient père, qui est le sachant, qui est celui qui incarne l'autorité, celui qui sait, etc. Et donc, on avait envie de les questionner là-dessus. Et évidemment, c'est pas en une demi-heure... c'est pas des psychanalystes qui vont me contredire, c'est pas en une demi-heure que vous touchez le cœur du réacteur et le réel, mais c'était intéressant de les confronter aux nouvelles normes qui nous animent nous et que ces anciens pères fassent face à ces néo-nouveaux pères que nous sommes peut-être. Vous faites valoir... Alors, je trouve que justement il y a un passage où vraiment vous touchez... Vous touchez justement la question de la sensibilité du parpaing, qui vous dit justement la question de l'affection et la question du silence et de la pudeur quant aux affects, qui est un trait d'une génération. Qui n'est plus le trait aujourd'hui de cette génération-là, qui se veut plus transparente, plus communicante, comme on dit maintenant avec ses enfants. Mais je trouvais très précieux justement qu'on voit que chaque génération à répondre et trouve un style pour y répondre. Voilà, j'en dis pas plus pour éviter... Mais est-ce que vous voyez des qualités dans cette pudeur passée d'une génération à la génération d'avant? Point, justement, et pour faire suite à la question que vous posez, c'est-à-dire dans l'entretien que vous avez, vous, avec votre père dans le livre, vous lui soulignez quelque chose de ce qu'il vous a transmis. Au fond, vous le remerciez pour ça.
peut-être que vous pourriez en dire quelques mots là justement, parce que peut-être ça... Allez-y. Oui, je le remercie de jamais avoir été violent, ni avec sa femme, ni avec ses enfants. C'est ça. Donc moi, j'ai eu la chance immense d'avoir grandi dans un environnement où il n'y avait pas de violence. Et on se rend compte, si on a le courage de s'intéresser un peu à ce qu'est MeToo, et toutes les facettes de MeToo, elles sont nombreuses, on se rend compte que ça devient en fait une incongruité statistique d'avoir vécu dans cet environnement-là. Là, j'ai lu hier un long papier du Monde, ce qui faisait un bilan des semaines d'audience de l'affaire Mazan. C'est absolument terrifiant. Enfin, c'est difficile de se remettre de cette réalité-là. Et donc, il y a tellement d'exemples. Enfin, voilà, c'était l'abbé Pierre il y a quelques semaines, l'affaire Mazan, le Puff Daddy aux États-Unis. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Et donc, de se dire que j'ai vécu dans un ménage extrêmement patriarcal, mon père qui travaillait, qui arrivait le soir à 21h pour nous faire un bisou avant qu'on se couche, qui était très peu présent, une mère au foyer, mais néanmoins, cette chance extraordinaire d'avoir connu un père qui s'est énervé 2 fois dans mon enfance, et les 2 fois, il est sorti de la maison, il est allé marcher une demi-heure, et puis il est revenu. Donc voilà, sans aucune violence... voilà, je pense que c'est une chance. Il vous donne la clé d'ailleurs un petit peu du pourquoi. Ah oui, ça c'est très... Il vous répond, oui. Oui, il vous répond. Alors justement, là vous décrivez au fond, je veux le dire comme ça, les pères imposeurs, ceux qui imposent leur dictat dans la famille, voire même leur violence. Hein. Il y a les pères imposteurs, ceux qui se prennent pour des pères, mais vous décrivez, il me semble, vous êtes à la recherche, comme les pères aujourd'hui, d'un père qui tente une posture finalement, hein, pas l'imposteur, mais un posteur, hein, un qui essaye de trouver une posture pour l'enfant pour transmettre quelque chose dont on sait quand même que s'il y a une génération, c'est qu'il y aura quelque chose de raté. De toute façon. Pour faire une génération, on crée du changement, forcément. On verra bien ce que la génération qui arrive nous apprendra sur nous-mêmes. Enfin, nous, c'est un peu le départ. Enfin, voilà, je voulais vous entendre un peu là-dessus, sur votre... Sur le fait qu'on soit vu à notre tour comme des has-been, avec des normes has-been et... Oui, bien sûr, c'est le jeu, mais tant mieux si la génération d'après fait évoluer ses normes. Et puis, je veux dire, il faut... Dans le monde du féminisme actuellement, le féminisme est en train de produire beaucoup de littérature qui est absolument passionnante, avec des livres qui sont absolument passionnants et qui viennent enrichir une littérature qui était plus mince, mais qui était très riche aussi. Et donc, tant mieux si derrière, il y a des gens qui font évoluer tous ces concepts et qui les rendent plus mûrs et plus riches et plus forts, et qu'ils arrivent à convaincre toujours plus de monde. Nous, on a voulu donner sur la contraception et là, sur les nouveaux pères, un petit coup de projecteur très modeste sur une réalité qu'on voyait. Ensuite, et puis on a voulu frapper un peu, donc on a appelé ça l'arnaque des nouveaux pères, etc. Mais charge à chacun et charge aux intellectuels qui viennent de construire après, une fois que ces réalités ont été mises à jour. Mises à jour. Oui, et au fond, sur ce point du ratage, de quelque chose qui rate, mais qui passe à travers cela même... les lecteurs vont découvrir justement cette formidable réponse que vous fait votre père et que vous avez fait valoir dans le livre, ça c'est très fort. Aussi, au fond, si on prend la chose du côté de l'enfant qui finalement ne demande qu'à aimer ses parents et à partir même de ce point-là, cette posture trouvée par rapport à la faille qui nous traverse, ce truc qui nous agite, cette posture trouvée, au fond, les enfants ne demandent qu'à pouvoir y loger leur amour. Et Lacan avait trouvé ce petit jeu de mots pour décompléter la notion du pater familial, ce que vous faites pas mal valoir dans votre livre, en disant qu'au fond,
Le père est quelqu'un qui va épater. Épater, quelqu'un au fond d'assez banal, mais d'épatant, quelque part. Et qu'est-ce que ça vous... Parce qu'il y a quelque chose dans votre livre aussi qui passe de ce côté-là. C'est vraiment central dans le concept du nouveau père, c'est la recherche de ce qu'on appelle la médaille. C'est-à-dire que je fais la purée de carottes pour mon enfant et je mérite une médaille. Et c'est des scènes qu'on a tous vécues. Hein. Vous êtes en famille, c'est l'été, c'est le père qui va changer la couche et qui revient au bord de la piscine avec la couche changée, tout le monde l'applaudit. Si c'est la mère, personne ne le remarque. Donc la médaille est au cœur de... On est encore dans une génération où quand le père s'occupe de l'enfant, on estime qu'il mérite une médaille. Alors, il faut arrêter là le débat, mais épater, c'était pas forcément du côté de la médaille, c'était du côté d'un père qui transmet un désir, une curiosité, une passion, un goût pour quelque chose, et qui s'y tient au fond. Voilà, c'était plutôt. Et pourquoi le père plus que la mère ? Alors, c'est une très bonne question parce que du point de vue de Lacan, il n'y a pas que les pères, il n'y a pas que les hommes qui peuvent tenir la fonction paternelle. C'est ça. C'est une excellente question. Voilà. C'est pour ça que c'est difficile d'appréhender Lacan, parce qu'il y a cette différence et tout ce qui va avec le phallus, qui n'est pas forcément lié au fait d'être un homme. Oui, c'est ça. Voilà. Et qui est un peu difficile quand on est... À attraper. Bon, écoutez, ce sera pour une autre émission. Peut-être simplement pour un petit vœu, que vous poursuiviez votre enquête, parce que vraiment, c'est intéressant, et que vous puissiez aller aussi vers les couples homosexuels, homme-homme, femme-femme, trans, enfin toutes les nouveautés, les familles composées, recomposées, les beaux-pères, voilà, parce qu'ils nous disent quelque chose. Bien sûr, vous avez raison. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. Stéphane. Merci à vous. Alors, il faut annoncer le... Oui. Mathieu Siriot, bonjour. Vous allez nous parler d'éducation positive et plus particulièrement de ce que ce discours dit positif révèle du malaise contemporain. Alors, pour commencer donc, je dirais que aujourd'hui, nous sommes tous, qu'on le veuille ou non, enfants comme adultes, éduqués à la psychologie dite positive. En effet, introduite il y a une trentaine d'années, la pensée positive est devenue l'une des idéologies phares de notre siècle, l'un des maîtres mots de notre époque, omniprésente dans le discours commun, dans le langage courant. Pensons à nos expressions quotidiennes, il faut être positif ou il faut voir le côté positif des choses, de la vie, que nous avons l'habitude de dire ou d'entendre. Ces expressions ne sont pas anodines. Elles dénotent que le positif est aujourd'hui une obligation morale ou, pour le dire autrement, l'une des facettes du surmoi contemporain. Née aux États-Unis, la psychologie positive, nommée par ses défenseurs de fabrique quotidienne du bonheur, est de nos jours présente partout. Dans le domaine de l'éducation, de la pédagogie, de la santé ou du soin, voire dans le monde de l'entreprise. On la retrouve par exemple aux commandes du développement personnel et des variantes du bien-être, mais aussi dans l'éducation et la parentalité, les neurosciences, le coaching, la réhabilitation psychosociale en vogue en psychiatrie, la santé mentale ou encore dans l'ensemble des thérapies fleurissantes. Alors, est-ce que, Mathieu Siriot, vous pourriez nous expliquer les fondements de cette pensée positive qui vient à vous écouter comme un discours dominant qui est dans la langue et qui suscite donc réflexion. Alors, donc, Martin Seligman, qui est donc le père fondateur de la psychologie positive, affirme dans son ouvrage de référence La fabrique du bonheur que sa théorie a été inventée par opposition à la psychanalyse, c'est-à-dire à tout ce qui a attrait à la pathologie, à la souffrance et aux symptômes. Le XXe siècle, affirme-t-il, s'est préoccupé uniquement des maladies mentales et a adopté l'idée freudienne, faisant ici allusion à Malaise dans la civilisation, que l'homme doit renoncer à une
partie de son bonheur ou ne peut en jouir que de manière épisodique, car de facto, la civilisation amène renoncement, souffrance, malaise. A contrario, l'heure est venue, écrit-il donc dans les années 2000, je le cite, d'établir une science qui donne les moyens de renforcer les émotions positives constitutives du bonheur. Fin de citation. Pour ce faire, Seligman propose toute une méthodologie et hygiène de vie que l'on peut dire autosuggestive, composée de questionnaires évaluatifs à remplir, de listes à réaliser, voire de communications préécrites à utiliser, qui permettraient à chacun de rester focalisé sur ses ressources individuelles positives, soit heureuses, favorisant ainsi un bonheur durable, un épanouissement personnel, voire une guérison spontanée. Tous les champs sont couverts, jusqu'à la dépression, pour laquelle il préconise de lister et de rester concentré sur les émotions positives que la personne a pu éprouver jadis. Il me semble que donc dans cette conception, l'homme est réduit, simplifié à ses émotions positives, dépourvu d'histoire et de complexité, un être sans inconscient, sans vie pulsionnelle, dont on peut se passer de sa parole et qui devrait se débrouiller tout seul avec des questionnaires pour nier la cause de son mal-être. Rebecca Shankland, universitaire spécialisée dans l'approche positive et responsable de l'Observatoire du bien-être à l'école, écrit, je la cite, que la psychologie positive ne se centre pas sur ce qui ne va pas. Elle tente au contraire de comprendre le fonctionnement sain de l'homme afin de favoriser des relations heureuses et un développement humain optimal. Fin de citation. À la lecture de ces auteurs, on comprend le lien qui rapproche la psychologie positive des neurosciences, à savoir la recherche d'un développement optimal du potentiel cognitif, neuronal et adaptatif de l'individu. Selon le docteur Catherine Guégan, défenseur de l'éducation positive et proche de Stanislas Dehaene, neuroscientifique spécialisé en psychologie cognitive, je la cite, « La plasticité du cerveau est le principe sur lequel se base la psychologie positive. Grâce aux neurosciences, à l'heure actuelle, on sait exactement ce qu'il faudrait pour que l'homme se développe bien. » Fin de citation. Ces idéologies se rejoignent en ceci que l'individu, à l'image du cerveau, aurait un potentiel inexploré, voire caché, qui demeurerait entravé, voire freiné par l'environnement ou par tout désir de l'autre. Ces idéologies incarnent ainsi, à mon sens, l'individualisme radical de notre époque, qui sous-tend que l'homme ne pourrait jouir pleinement et librement de lui-même, de son bonheur, de ses capacités, de son potentiel, que tout seul et surtout sans l'autre. Très important ça, merci Mathieu. Et alors, est-ce que, n'est-ce pas cette dernière idée que vous faites résonner très clairement là, qui se retrouverait aussi au sein de l'éducation positive et promulguée auprès des parents et des enfants ? Exactement, c'est tout à fait ça. L'éducation dite positive la promeut d'autant plus cette idée qu'elle se centre avant tout sur les violences faites aux enfants. La loi de 2019 interdisant les violences éducatives ordinaires a mis un peu plus sur le devant de la scène cette forme d'éducation qui prône la bienveillance, la communication non violente selon l'approche positive que j'ai décrite. On ne peut aller que dans le sens d'une condamnation et d'une interdiction de la violence. Mais à mon sens, la complexité d'aujourd'hui est ailleurs. En effet, cette méthode éducative qui trouve ses fondements uniquement dans le combat contre ce qu'il peut arriver de pire aux enfants, inceste, agression sexuelle, maltraitance, impulse, peut-être malgré elle, l'idée que l'adulte serait fondamentalement source de domination, de traumatisme sur l'enfant et son développement. Elle préconise d'éviter dans le quotidien toute phrase trop marquante, tout désir trop affirmé, car cela entacherait l'individualité des enfants. L'enfant est alors bien souvent renvoyé à une liberté ou à une autonomie qui s'établit sur fond de solitude, d'abandon de l'autre et qui n'est pas sans générer du mal-être, comme nous pouvons l'entendre dans nos cabinets. En 1974, Lacan donnait cette indication précieuse. C'est de la quête impossible d'abolir ce qui ne va pas, d'où foisonnent les symptômes. Fin de citation. L'approche positive, qui dénie l'inconscient, rejette le symptôme et son destin pulsionnel, ou que tout désir ne peut s'orienter sans le désir d'un autre, exacerbe la pulsion de mort, comme le rappelait Jacques-Alain Miller, au lieu de la combattre, renforce, dirions-nous, le malaise dans la civilisation.
Eh bien, grand merci pour cette réflexion. Peut-être, Stéphane Jourdain, un mot. Non, un mot, c'est à côté de votre chronique, mais voilà, aujourd'hui, quand vous êtes au resto, que vous demandez une corbeille de pain à un serveur, il vous répond, il n'y a pas de souci. Alors oui, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un souci, vous êtes serveur, je suis dans un resto, vous pouvez m'apporter cette corbeille de pain. Et qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux dans le même temps? On voit des gens qui de plus en plus vont être dans leur bulle et où il n'y aura pas de souci, c'est-à-dire qu'ils vont être confrontés à des gens qui pensent comme eux et ils vont avoir des pensées positives et personne va venir leur dire non, tu devrais penser différemment. Et en fait, tout ça m'inquiète beaucoup parce que vers où on va arriver? Est-ce qu'on va arriver dans un monde où chacun est chez soi en train de regarder Netflix, à converser sur les réseaux sociaux avec des gens qui sont d'accord, et quand ils vont dehors, on leur dit il n'y a pas de souci pour des choses qui sont complètement matérielles? Je sais pas. Oui, au fond, la démocratie, c'est parler avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Exactement. Hein, et c'est de moins en moins le cas. Et on le voit bien aux États-Unis. Voilà. Ouais. Et les enfants, sans doute, ont besoin de se confronter à des adultes. C'est une autre question. Ouais. Des adultes qui ne partagent pas forcément leur opinion. Oui, sur la fin de la chronique, oui. Sans doute, bien sûr. Et en même temps, il y a sans doute un prix à payer, ce monde de violence qui a été trop le monde des enfants. Et peut-être que ça génère des choses qui sont pas forcément souhaitables en soi, mais peut-être qu'il faut passer par là avant que les choses retombent dans le bon sens. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est maintenant la fin de notre émission. Et donc, on vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau Studio Lacan.